Conan le barbare, ça vous évoque quoi? Vous pourriez me répondre les nouvelles de Robert E. Howard ou alors les biceps de Schwarzenegger. Et ça tombe bien, car ces deux choses ont un point commun. Un film, sorti en 1982 et réalisé par John Milius, Conan le barbare. C'est de ce film qu'on va vous parler aujourd'hui. Nous sommes Alexis Consigny, Célia de Saint-Héquier et Nicolas Bousser. Moteur. Ça tourne. Action. Et aujourd'hui, pour parler de Conan le barbare, on n'est pas seul, on n'est pas que tous les trois. On accueille une invitée, Pauline Ameille. Bonjour Pauline. Bonjour. Pauline, tu n'aimes pas Conan? Non, tu vas nous mettre un peu de contradiction, et Célia aussi, je crois, elle n'a pas beaucoup aimé Conan, alors qu'Alexis est un inconditionnel, c'est son film préféré. C'est vrai que ce soir c'est très polarisé, c'est vrai. Deux contre deux. Tout à fait, en fait, il y a deux camps qui s'affrontent. Pour ça, moi j'avais envie qu'on soit égal. Voilà, on va pouvoir se taper dessus tranquillement. Alors Alexis, Conan, pourquoi Conan? Pourquoi une passion pour Conan comme ça? Non mais il y a beaucoup de choses. Il y a une découverte tout d'abord, parce que souvent les films on les apprécie aussi avec la façon dont on les a découverts. Moi j'étais adolescent, j'en avais entendu parler de façon très, très informelle par des youtubeurs, par des façons très détournées finalement. J'avais beaucoup entendu parler de l'aura du film, mais pas tant du film en lui-même. Et ça a été du coup une après-midi où j'étais tout seul, j'ai lancé le film et en fait ça a été une claque monumentale. Donc d'abord le film, avant les livres? Avant les livres, ouais. Et on parle adolescent quel âge? Parce qu'il faut être précis, Alex. Alors je pense... 10 ans, 15 ans, c'est pas pareil. 15 ans, 4 mois. Ok. C'est précis. C'est trop précis. C'est pas tout à fait honnête. Hein. J'avais 15-16 ans. On est plus dans ces eaux-là. Mais... On peut dire qu'Alexis, et Pauline pourra confirmer, Alexis a une très belle version reliée en cuir de Conan le barbare, le bouquin. Vraiment, c'est vrai, qui est sur la table de nuit. Une passion dévorante. Elle n'en bouge pas? Elle n'en bouge pas. Il ne l'ouvre même pas. Non, juste... Parce que, en effet, pour les besoins de ce podcast, je me suis dit que j'allais compléter le visionnage du film par la lecture des nouvelles de Robert E. Howard. Et je dois vous avouer que, une fois n'est pas coutume, j'ai préféré le film. D'accord. Alors, il faut reconnaître que le film est tout à fait extraordinaire. On va pouvoir revenir sur le pourquoi du comment. Moi, avant, j'ai peut-être une question pour Alexis. Ton avis n'a pas été un peu biaisé par toutes les vidéos des youtubeurs que tu avais vues? Tu nous parles de l'aura du film que tu avais avant de le regarder. Est-ce que ton visionnage n'a pas été biaisé par toutes ces vidéos et tu t'es pas dit en le regardant ouah c'est incroyable, parce que au fond t'avais vu d'autres vidéos de gens qui disaient c'est incroyable? Alors c'est possible, je pense qu'on est forcément un peu biaisé par ce qu'on voit, mais en même temps il y a plein de choses en fait qui pouvaient me biaiser pour ce film. Déjà il y a Schwarzenegger, ouais. Qui est, excusez-moi, quand même assez impressionnant. À l'époque où c'est encore Mister Univers. Oui, c'est titre de Mister Olympia. Oui, voilà, c'est quand même un des physiques les plus reconnaissables, déjà du bodybuilding, mais du coup depuis du cinéma d'action en particulier. Donc il y a de ça, et il y a aussi après le souffle du film en lui-même, qui est pas qu'une aura en fait, qui est aussi un objet qui est beau déjà. Alors oui. Dans un premier temps, les images. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus souvent. Là, pour l'instant, on est très dans la surface un peu. On va vous faire tout le film. Plan par plan. Ça va être magnifique. Ça sera mieux que le film, en tout cas, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi, Alex. Je pense que tu peux être influencé par ce que tu as vu, mais ça peut pas suffire dans l'expérience du film. Tu peux te dire, ok, on m'a dit que c'était très bien pour ça, etc. Et tu peux avoir tendance à te dire, oui, c'est pas mal. Mais l'aimer comme t'aimes ce film, et on l'a déjà vu 2 fois ensemble. Moi, je l'ai vu 2 fois, et c'était 2 fois avec toi. Et tu m'en avais pas tant parlé, à part, je savais que c'était ton film préféré, et que c'était un truc une passion dévorante. Et ça a été un choc. C'est un film visuellement, on a dit visuellement. Moi, je vais surtout parler, je pense, ce soir du côté visuel et des références historiques, littéraires, tout ça. Là où j'ai pas lu le livre, et je suis moins dans cet univers-là de la science-fiction de ces années-là, qui est potentiellement plus ton truc, Alex, et je pense pas que ce soit votre truc, Pauline et Célia. Non, effectivement. Et puis ça peut être à double tranchant, je trouve, d'entendre parler par des gens qui en plus on aime bien d'un film, parce qu'on a peut-être aussi plus d'attentes,
Et moi, je sais que c'est aussi quelque chose qui me fait peur quand je lance un film dont j'ai beaucoup entendu parler, c'est que j'ai peur d'être déçue. Oui. Donc, Mais alors, moi, je suis d'accord, mais c'est vrai aujourd'hui quand on est adulte. Mais quand on est ado, qu'on a envie un petit peu de se faire une culture, qu'on a envie de se faire bien voir aussi autour de nous, de passer pour quelqu'un qui est très cultivé, tu peux te dire, tu peux te laisser influencer, quoi. Oui, c'est vrai. Mais peut-être, avant d'aller encore plus en détail, Alex, est-ce que tu peux nous faire un résumé de Conan ? Parce que, alors, je pense que certaines personnes qui nous écoutent ont vu le film et peut-être aiment le film ou n'aiment pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui l'ont pas vu. Ça parle de quoi, Conan ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a des méchants, des gentils ? Pourquoi les gens se castagnent ? Pourquoi Schwarzy il a l'air un peu teuteux ? Explique-nous. Alors, donc, à l'âge iborien, qui est une période fictive de l'histoire du monde, donc développée par Robert E. Howard dans ses nouvelles, l'âge iborien, c'est une époque à laquelle vit Conan, un jeune garçon qui voit son village massacré par une curieuse secte. Une secte qui se caractérise par des emblèmes en forme de serpent. Et donc Conan est réduit en esclavage et il est emmené de force. Alors il est tour à tour esclave, il doit pousser une roue, ensuite il devient gladiateur, jusqu'à acquérir tellement de force finalement qu'il fait peur à ses maîtres, qui lui rendent sa liberté. Une fois cette liberté retrouvée, Conan part un petit peu à l'aveuglette et retrouve finalement le chemin des armes, parce qu'il va retrouver une épée, il va retrouver un compagnon de route, et toutes ces péripéties le mènent à retrouver le chemin, retrouver plutôt la trace de la secte qui a massacré son village. Tout ceci le mène à retrouver ces gens-là et à faire la connaissance de Thulsa Doom. Thulsa Doom. Exactement, le grand méchant du film. Et c'est là que... Est-ce qu'on spoil ou pas ? Je pense que on peut mettre alerte spoiler. Alerte spoiler, Alexis va tout révéler. Tout à fait. Enlevez vos écouteurs pendant quelques 30 secondes. Mais n'oubliez pas de les remettre après, cependant. Donc Conan va retrouver Thulsa Doom et va finir par venir à bout de cette secte en perdant au passage l'un de ses compagnons de route, Valeria, et va finir par assassiner Thulsa Doom et rendre sa liberté aux personnes qui ont été embrigadées par la secte et aussi à une princesse qui a été enlevée par Thulsa Doom. Et globalement, le film... en termes d'esthétique, c'est un espèce de gros gloubi-boulga d'influence anglo-saxonne du 6e siècle, mythologie viking, mythologie nordique. Enfin, c'est une espèce de... C'est assez fascinant, en fait, visuellement. Et en termes de toute la mythologie déployée autour, des emblèmes, des symboles, de même le côté... tu parles de Valeria, c'est clairement divinité nordique, en fait. C'est une Valkyrie quand elle c'est revient. Exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et toute la quête, je vais le sortir tout de suite, je vais pas le garder plus. Toute la quête, ça fait vraiment penser à Beowulf, tu sais, le texte anglo-saxon du 6e siècle. Cette espèce de grande quête comme ça, avec un guerrier. Alors bon, là, il n'y a pas vraiment de dragon, mais il y a Thulsa Doom. Il y a quand même toute la figure du serpent qui est... Voilà, et Thulsa Doom qui se transforme même en serpent. Spoiler alert again, on vous le dit après coup. Oups, vous n'auriez pas dû remettre vos écouteurs. Oups, pardon. Et puis, non, voilà, l'esthétique, le film est un objet sublime en soi, déjà, en termes de photographie, et tout ce qui a été développé autour. Et les décors, ça a dû coûter t'as le budget, Alexis, ou... Parce que ça a dû coûter à la base, c'était censé faire 17,5 millions. Ce qui paraît pas beaucoup. Non, 17 millions de dollars. Et au final, le budget du film a été de 20 millions de dollars. Et pour l'époque, c'est abordable. Beaucoup, je pense. Déjà, au départ, et quand ils ont avec le premier scénario, qui était un scénario qui avait rien à voir avec le film, ils avaient estimé à 40 millions de dollars. Donc, en soi, c'est une économie. Mais c'était un truc qui prévoyait. Oui, il y avait 10 000 mutants dans l'histoire. Oui, c'est ça, des grandes batailles. Oui, ça. Mais c'est des décors naturels, non ? Globalement. Pas que. Parce que moi, les images là que j'en c'est vrai que ça fait pas studio, naturel. En fait, il y a eu de tout. Ils ont beaucoup tourné effectivement en extérieur, parce qu'il y a énormément de lieux, de choses qui se passent en extérieur. Et après, pour les lieux qui ont vraiment été créés de A à Z, ils ont fait pas mal de maquettes. Je pense, à mon avis, la tour de Serpent, je suis pas sûre qu'on la voit échelle 1-1. À mon avis, il y a une vision globale et après des morceaux de décor de l'ascension qui ont été créés.
Et du coup, ces moments-là, les moments d'intérieur, par contre, ont été créés en studio. Notamment si je me trompe. La scène quand Tulsadum se transforme en serpent, là dans la salle de gala, enfin l'espèce de tuerie qu'il y a. Tout à fait. Ça, c'est un décor absolument extraordinaire. Mais oui, en studio pour le coup. Oui, ça c'est juste. On parle du moment où il y a toutes les offrandes des femmes à moitié nues. C'est ça. T'as retenu que ça, toi. Non, mais oui, c'est dans ces eaux-là, oui. Okay. Mais globalement, il y a des offrandes avec des femmes nues à moitié tout le film, non? Dans mes souvenirs. Oui, c'est ça. Là, c'est une petite scène d'orgie quand même. Hein. Oui, procédure habituelle finalement. Mais je pense que c'est bien qu'on soit aussi en parité, parce qu'on pourra en parler un petit peu du féminisme dans Conan. Voilà. Bon, c'est les années 80, on va dire. Non, mais il est vrai, oui, qu'il y a un traitement qui n'est pas toujours très bien vu. Après, si je dois me faire l'avocat du diable, c'est difficile de juger une œuvre aujourd'hui quand elle a été faite en quelle année t'as dit ? 82. Ouais. Enfin, 82, c'est la sortie, je crois. Voilà, c'est un peu comme Friends, qu'on dit grossophobe, homophobe, enfin voilà, tout ça. C'est difficile, je trouve, de juger avec nos valeurs d'aujourd'hui, avec tout le contexte qu'on a aujourd'hui, une œuvre qui a été faite dans un contexte totalement autre. Donc bon, voilà. Après, j'ai lu aussi une analyse comme quoi il disait justement que ça avait été fait aussi dans les années 80, c'est une période d'émancipation des femmes et d'expansion du féminisme, et qu'il y avait eu plusieurs personnes qui justement s'étaient dit mais tiens, Conan, est-ce que ça serait pas aussi un moyen de revaloriser, enfin un film presque masculiniste. Alors bon, je pense qu'évidemment ça juge à pincette, on va dire, mais justement même dans l'affiche où le personnage de Valéria, qui d'ailleurs n'est même pas nommé dans tout le film. Oui, la seule scène où elle est nommée a été coupée au montage. On ne connaît pas son prénom. Et dans l'affiche du film, alors que c'est quand même une grande guerrière, elle aussi, elle n'est pas du tout en position de force. Après, ça, c'est le cas de beaucoup de femmes dans le cinéma, mais c'est vrai que déjà, on avait un personnage de guerrière, mais en plus, on la dévalorise, entre guillemets, dans l'affiche. Mais bon. Oui, mais pas tant dans le film non plus. Enfin, non, dans le film, pas tant que ça. Un petit peu, mais moins. Ouais. Mais bon, on a beaucoup de choses. De toute façon, il y a beaucoup de films sur lesquels on pourrait s'étendre sur ces questions-là, et on a beaucoup de choses à vous dire sur Conan. On pourrait aborder beaucoup de points anecdotiques, comme le regard vide de Schwarzenegger, mais on va pas parler de ça pendant 1000 ans. Quoi. On va l'évoquer, parce que ça a été beaucoup décrié. Oui, parce que Conan, comme tu disais, il soit plus vif potentiellement dans le livre. Alors oui, en fait, les nouvelles font état d'un personnage qui est beaucoup plus... qui est un peu cette puissance sourde, à la fois physique, mais également intellectuelle. Ouais. Il est, alors sans être érudit, il est en tout cas très malin, et arrive en fait à sortir de situations, arrive à s'imposer dans la plupart des situations, tant par son mental que par son physique. Ce qui est un petit peu moins le cas dans le film. C'est plutôt de la force brute. C'est ça. On a beaucoup plus ce personnage qui est très... uniquement physique, et en même temps quand on a Schwarzenegger à l'écran, c'est clair, mais il a combien de lignes de dialogue? Il a 2 lignes de dialogue, non, dans le film Schwarzenegger? C'est très très peu, ouais. D'ailleurs, on reparlera justement de ce peu de dialogue qu'il y a dans le film, parce que c'est... celui qui parle le plus, c'est Tulsadum, je pense, parce qu'il fait des longs monologues, notamment... Et le narrateur. Le narrateur, oui. Mais Tulsadum, à chaque fois qu'il croise Conan, il lui parle pendant... Il déploie ses grandes théories, ses grands trucs, et puis la scène, on en parlait avec Alexis, la fameuse scène où ils sont dans son repère, et une scène fascinante quand il demande à une de ses servantes de le rejoindre alors qu'elle est tout en haut et qu'elle saute aveuglément dans le vide pour le rejoindre. Enfin, c'est des trucs... C'est un des grands thèmes du délirant, film. C'est un vrai moment de bascule en fait dans le film, ce passage-là, parce que le personnage de Conan grandit dans une culture. Enfin, on voit une des premières scènes du film où son père lui enseigne que le secret du fer ou de l'acier est une des choses les plus importantes, et que ça donne la valeur à un guerrier. Et en fait, on arrive à ce point pivot où Tulsadum apprend à Conan qu'en fait, l'acier n'est rien. C'était anecdotique, c'est ça. C'était anecdotique, parce qu'à ce moment-là, il lui dit non, mais c'était quand j'étais plus jeune, je fais plus ça. Et c'est vrai que le côté, comment dire, asservissement,
C'est un mot qui existe, oui, bien sûr. de tous ceux qui suivent Thulsadum, c'est ça. À la fin, c'est effrayant quand ils sont dans son repère, que les gens sont totalement déshumanisés par le... Et je trouve que Thulsadum, c'est un méchant ultra bien fait, quoi. En fait, il est glaçant sans être physiquement effrayant. Il est juste ultra impressionnant. Enfin, Pourtant, il a une coiffure de merde. Hein. Ils ont tous des coiffures. Non, mais Thulsadum, il a quand même une sacrée coiffure. L'espèce de petite frange ridicule. Oui, mais en même temps, le mec, il te regarde, il te fout droit. Alors, franchement, il a un regard. Mais c'est les yeux. James Earl Jones, il a un regard incroyable. C'était déjà un grand acteur qui avait une grande carrière quand il a été auditionné pour le rôle. Et d'ailleurs, ils l'ont un peu mis et ils ont dit à Schwarzenegger regarde et apprends. Parce que on parlait de Schwarzenegger, là on va peut-être revenir sur lui. Moi j'aimerais bien juste faire une petite aparté sur la coupe de cheveux de Thulsadum, pour ceux qui n'auraient pas vu. C'est très Mireille Mathieu, quoi. On vous encourage à aller voir Mireille Mathieu et Thulsadum dans l'ordre que vous voulez, en sachant que l'un est méchant, l'autre on ne sait pas. Mais oui, poursuivez vos petites anecdotes, parce que vous avez préparé des choses, avez vos petites idées. Moi, je fais tout de... Je sais pas... On a préparé Wikipédia. Clairement. Très bonne page Wikipédia, ceci est très bien sourcé, visiblement. C'est eux qui m'ont dit ça. Un article de qualité, selon... Non, moi, je tiens à dire que j'ai rien préparé non plus. Je pensais pas parler ce soir. Clairement, donc... le Mireille Mathieu, c'était pas préparé, ça vient comme ça. Non, mais alors, si on peut revenir un petit peu sur Schwarzenegger, moi, je me demande si ton amour pour ce film vient pas aussi de l'acteur, sachant qu'en plus, on peut le dire, t'aimes bien un petit peu tout ce qui est bodybuilding, t'aimes bien. Alors ça ne se voit pas, si je puis me permettre. Alexis, je lui dis pas ça. Alexis, t'es très musculeux. Tu le détruis si tu dis ça, arrête. Alors, non, mais en dehors de toutes ces considérations. T'aimes bien tout cet univers-là de muscles, de oui, mais en même temps... Après, on va te laisser répondre, Alexis, évidemment, parce que c'est vrai qu'on fait des plans sur la comète pour toi, mais en même temps, quand on le regarde ensemble, on kiffe les mêmes choses tous les deux, les paysages, on tique au même endroit, non mais c'est vrai, les décors, l'icono autour du film, on en parlait ensemble et t'étais autant à fond comme moi. Alors juste une question du coup, parce que si je comprends bien, c'était pas ton premier film avec Arnold Schwarzenegger quand t'as vu Conan? Je crois que si. D'accord. Non, mais c'est qu'il aime toute la musculature. Enfin, je le connaissais avant pour sa carrière de bodybuilder que pour ce film. Et puis, on va pas se mentir, s'il a été choisi pour ce film, c'est pas pour ses talents d'acteur. Bah non, mais c'est parce que c'est un de ses premiers films. C'est son premier film, non? Oui, c'est un de ses premiers films. Il avait joué dans un clip ou un truc. Il a eu un documentaire sur lui, Pumping Iron, et c'est à partir de ce documentaire-là qu'il s'est fait repérer. Effectivement, Alexis est informé, oui. Excusez-moi. Non, mais et du coup, pour revenir un petit peu sur Schwarzenegger en tant qu'acteur, c'est vrai qu'il a plein de choses qui jouent contre lui. Il est relativement inexpressif pendant une grande partie du film. Il a son accent autrichien qui rend difficile la plupart de ses phrases. Il a dû répéter plusieurs fois la plupart des phrases du film. Il est autrichien, Schwarzenegger ? Autrichien. Enfin, la plupart des phrases du film, il dit 4 phrases, quoi. Oui, mais elles ont été répétées plusieurs fois. On lui disait qu'il fallait qu'il répète 40 fois chaque phrase avant qu'il les dise vraiment pendant le tournage. Oh, c'est pas tourner cette fois sa langue dans Wikipédia. Parler. On a entendu la blague de Pauline. C'est le petit apport humour ce soir. Ne me remerciez pas. Donc voilà pour les défauts de son jeu. Mais en fait, d'une certaine manière, on est quand même sur une figure de barbare. On est quand même sur une figure de quelqu'un qui est étranger dans un pays qui n'est pas le sien. Ouais. Donc en fait, cet aspect accent haché, à couper au couteau, ce côté très sculptural finalement de son visage, qui bouge peu, qui est peu expressif, ça rend certaines scènes un peu plus intimes, certaines scènes un peu plus décontractées, moins impactantes. Mais par contre, ça rend la plupart des scènes où il est dans une figure qui est très hyperbolisée, par exemple, je pense à la scène notamment où il est crucifié sur l'arbre, ce sont des moments qui sont hyper puissants. Et je trouve que c'est ce qui confère le caractère aussi un peu mystique au personnage joué par Schwarzenegger. C'est-à-dire que ce physique-ci, alors, parfait, façon de parler, voilà, mais techniquement, physique parfait, un visage ultra carré, et caractère très taiseux comme ça, on revient à cette idée de mythologie. C'est un personnage mythologique.
c'est une espèce de grand guerrier qui parle pas, qui poursuit sa quête. Il y a aussi ça, hein, au-delà de l'aspect étranger, accent, etc. Et la crucifixion, c'est pas pour rien, hein, non plus. Hein. Moi, là, il combine tout. Pour le coup, son jeu ne m'a pas dérangé. Au contraire, je suis d'accord avec toi que ça rentre bien dans... Enfin, je suis d'accord avec vous deux, que ça rentre bien dans un personnage qui est quand même traumatisé à la base aussi, et qui est né d'un... Enfin, qui s'est construit autour d'un traumatisme aussi, si on peut dire. Donc qu'on a pris son parti, entre guillemets, mais pour le coup, moi, ça m'a pas tant dérangé que ça. Et l'ayant pourtant regardé en VO, j'ai pas tant entendu son accent. Au contraire, j'avais pas tilté qu'il était autrichien, alors que son nom, pourtant, pourrait le laisser supposer. Mais j'ai pas tant tilté son accent, ou alors je me suis peut-être dit que c'était justement le côté mythologique, peut-être étranger, de l'histoire, en fait. Parce que on a des mots comme Tulsadoum ou des choses comme ça. Enfin, il y a tellement de mots un peu qui sonnent étrangers, qui sonnent aussi anciens, que je l'ai plutôt perçu comme ça. Après, vous parlez de personnages mythologiques, machin. Machin. Non, mais... je rappelle que je n'ai rien préparé pour ce soir. Non, mais il est très enfantin, quand même, le personnage de Conan. Il a un regard vide, il est très naïf. Je suis désolée, mais il y a une scène avec une femme où il apprend un petit peu les plaisirs charnels. Il sait pas quoi faire. Il est vraiment hyper naïf. Oui, et moi, personnellement, du coup, je trouve qu'il y a une vraie rupture entre son physique très masculin, très guerrier, très viril, et ce qu'on voit dans ses yeux et son caractère qui est très très enfantin. On a l'impression d'avoir un enfant de 8 ans face à nous qui sait pas quoi faire, quoi. Ouais, c'est pas faux, mais ça, encore une fois, ça va... je trouve ça plutôt habile avec le personnage, puisque le gars n'a pas eu d'adolescence d'enfance, que tout de suite il est capturé enfant, et il y a la scène qui est pareil, visuellement extraordinaire, où tu le vois tourner une roue pendant 15 ans. 15 ans, ouais. Pendant 15 ans. C'est en accéléré, et tu Oui, je vous rassure, tu le vois pendant 15 ans, le film est très long. On y est depuis 15 ans. Non, et en plus, ils l'ont vu 2 fois, alors vous laissez... Nous avons aujourd'hui 72 ans. Non, mais tu le commences adolescent, il tourne la roue, et c'est là aussi où tu as la révélation du Schwarzy très musclé, du personnage adulte de Conan, qui est clairement une armoire à glace. Avec ce premier plan sur ses cuisses, justement, tendues par l'effort, qui est assez évocateur. Ah, mais ses bras, c'est mes cuisses, clairement. Peut-être même plus. Hein. Mais c'est mes 2 cuisses, un bras. C'est très impressionnant. Mais donc, du coup, c'est pas déconnant qu'il soit ce côté, qu'il est c'est Conan. On parle de Conan. L'humour est... Non, mais c'est pas délirant qu'il soit un peu naïf comme ça, et un peu finalement pas au fait de choses adultes. Là, tu as parlé de certaines choses adultes, mais même sans ça, oui, c'est pas à côté de la plaque. Disons que ça fait pas erreur d'écriture. Si tu mets tout bout à bout, c'est clairement dans le truc. Non, il y a un lien, mais c'est vrai que, comme tu disais un peu en introduction, il fait un peu teuteux, quoi. Oui, c'est ça. Mais en fait, je trouve que ça aussi, ça colle avec je dirais pas... Le barbare, en fait. Exactement. Moins le personnage mythologique, tout propre, tout parfait, qui poursuit sa quête, oui, mais en même temps... Conan, ça fait bien le mec qui poursuit sa quête justement aveuglément, même si tu sais pas tout de suite quelle est cette quête, d'ailleurs. Tu découvres. Lui-même ne sait pas vraiment. Non, lui-même on rejoint le fait qu'il est un peu. Non, mais t'imagines, toute sa vie, il a été esclave, il a été gladiateur, on lui a toujours dit quoi faire, jusqu'au jour où on lui dit mais pars, tu es libre. Et là commence une course désespérée vers nulle part. Et c'est le moment où il se fait courser par des chiens, qui retrouve une épée. Schwarzy s'est blessé d'ailleurs sur Exactement, cette scène. C'était le premier jour de tournage, non, c'est pas ça? C'est un des premiers, en tout cas, sa première apparition à lui. Il y en a un autre qui a lu la page Wikipédia. Quelques points de suture. Même pas, je me suis entretenu avec Schwarzenegger au téléphone. Il m'a raconté cette anecdote. Il vous embrasse. Il vous embrasse d'ailleurs, il fait un bisou à tout le monde. Il dit de vous abonner à Coupe Filard. Voilà, le blanc après cette blague. Alors, on a commencé à en parler. Moi, pour le coup, une de mes réserves sur ce film est, à mon sens, plutôt le scénario, que je trouve justement qui
En fait, j'ai lu quelque part qu'un critique avait dit qu'on avait l'impression d'avoir un peu des scènes qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, qui étaient mises bout à bout. Et je trouvais qu'il y avait un peu ça. Alors, tu l'expliques toi et c'est pertinent aussi, hein, comme le fait est que même lui ne sait pas où il va. Mais c'est vrai qu'on est un peu perdu et on comprend pas qui sont qui, où est-ce qu'on va, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer. Enfin, je trouve qu'il y a plusieurs moments où on a vraiment des blancs comme ça. Je vais te laisser parler. Mais ça, justement, je trouve que ça colle avec le côté Conan ne sait pas où il va. Ils n'êtes pas d'accord avec moi. Non, pas tout à fait. Alors, il y a peut-être erreur d'écriture ou scénario un peu pauvre, mais moi je ne pense pas. Je pense que ça colle avec ce que ressent Conan et il sait pas où il va, il sait pas ce qu'il fait, il sait pas qui il rencontre. Alors, déjà pour moi, il y a une erreur dans le scénario à partir du moment où on oublie de nommer un personnage. Ça me pose pas un petit peu de problème quand même? Mais non, c'est pour que les gens interprètent. Ouais. Chacun interprète comme il veut, tu peux l'appeler comme tu veux. En fait, à ce moment-là, sinon tu lui donnes pas de prénom. Mais globalement, à l'échelle du film, les gens sont un peu déshumanisés. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de nom. C'est très. Oui, mais pour le coup, genre Subotai, on entend son nom 3 ou 4 fois dans le film. Ça, pour moi, ils ont vraiment fait une erreur en coupant la scène où on l'appelle Valéria, quoi. C'est un peu dommage. Et je trouve qu'il y a pas mal de petites fautes comme ça dans le film. Alors là, comme ça. Comme je n'ai pas très bien préparé et que je l'ai vu qu'une fois, et même si c'était hier, visiblement, ma mémoire me fait défaut, mais j'ai noté plusieurs moments comme ça où je trouve qu'il y a des petits... Tu as vu le film hier? Oui, pour la première fois. Elle nous a écrit pendant le film en écrivant, je cite, « C'est quoi ce film ?» Ouais, tout à fait, c'est vrai. On vous dit tout, les préparations très... C'est vrai. Non, mais c'est vrai, oui. Genre par exemple le moment où il tombe, justement juste après les chiens, où il a eu ses points de suture, il tombe dans une espèce de grotte dans laquelle il va trouver une épée et en fait on sait pas trop ce que cette scène vient faire là, qu'est-ce qu'elle apporte au film à part qu'il trouve une épée et il est visiblement très content. Elle est extraordinaire cette scène aussi. Mais en fait cette scène n'a pas vraiment de... Et puis pareil, on comprend pas trop, la tour de serpent, on comprend pas exactement quel est son lien avec les... Et pour moi, à mon sens, c'est des erreurs de narration, surtout qu'ils ont quand même fait l'effort d'ajouter une voix de narrateur, et à mon sens, la voix de narrateur n'accompagne pas assez le scénario. Mais carrément. Et en même temps, ça fait sens avec cette figure de barbare, et surtout cette figure d'aventurier qui vient quand même de nouvelles, donc de tout un tas de petits récits qui se font suite et qui ont finalement pour seul point commun ce personnage. Et à mon sens, c'est raccord avec ce côté très décousu finalement du personnage de Conan en lui-même qui vit une vie d'aventure ci et là, et qui vient accumuler tout ce bagage du coup et l'emmener en fait d'une aventure à l'autre. À ce moment-là, moi récemment, j'ai pas une énorme culture en SF / heroic fantasy, mais je trouve que ce qu'ils ont fait avec la série, bon après c'était une série donc il y a plus matière à développer les personnages etc. Mais avec la série The Witcher qui était à la base adaptée de petits livres à chaque fois où il y a une aventure etc. Plus après le truc avec Ciri qui se suit dans plusieurs romans. À mon sens, là, ils ont beaucoup mieux justement intégré ce côté morceau de personnage qu'ils créent et qui en fait ne perd pas le personnage, même si on lui amène tout un univers qu'il ne connaît pas. Et ça, je trouve ça un petit peu à mon sens, c'est ça un petit peu qui est dommage chez Conan le Barbare, c'est que on nous amène un univers qu'on connaît pas et on nous le donne comme si on ne le connaissait et comme si on le lisait depuis 20 ans. Oui, et moi, j'ai été un petit peu perdue. Ça, c'est vrai, oui. C'est pas faux. C'est vrai que moi, pour l'avoir vu, je l'ai vu aussi par ton prisme, Alex, où j'avais quand même eu des infos déjà dessus un peu avant. Oui, je suis assez d'accord avec ça, oui. Voilà. Argument incassable. Oui, bon. Non, mais autre chose à ajouter, Alex, peut-être dessus. Puisqu'on en est à parler un petit peu de l'après et de l'avant, je pense que c'est important aussi de rappeler d'où vient le personnage de Conan en tant que tel. Il vient en fait des magazines pulp. Donc on parle en fait de récits pulp en référence à ces magazines-là, ces magazines qui, dans la première moitié du XXe siècle, étaient vendus à bas prix parce que leur papier coûtait peu cher. Et c'est là-dedans en fait que se sont développés les genres de la science-fiction, du roman noir, du fantastique et bien entendu de la fantasy. Et Robert E. Howard, en fait, en plaçant un petit peu les bases
les bases. Les bases de la fantaisie moderne, en tout cas, dans ces romans-là, au même titre que Lovecraft, qui écrivait dans le même type de publication et avec qui il entretenait une correspondance nourrie. Tout ça amène en fait à Conan le Barbare, qui lui est un petit peu dans la même veine, c'est-à-dire qu'on est au moment où, peu de temps après la sortie de Star Wars, le monde du cinéma commence à se dire « Ah mais en fait, les mondes imaginaires, c'est quelque chose qui peut marcher, c'est quelque chose qui peut plaire à grande échelle. » Et du coup avoir un vrai succès et demander du coup des productions aussi énormes que celles de Star Wars et de Conan le Barbare. C'est vrai que le premier Star Wars c'est quoi, 78, 7 ouais, donc on est vraiment à 4 ans près. Et le succès de Star Wars a entraîné d'ailleurs le fait que Conan soit évalué sérieusement par les producteurs, il me semble. Oui, parce que moi c'est quelque chose qui m'a étonnée quand justement j'ai commencé à chercher des infos sur le film, c'est que c'est un film qui a eu quand même pas mal de budget et auquel on a fait confiance. Et en fait, j'aurais pas dit. Quand j'ai regardé le film, je me serais pas dit oui, parce que justement il joue un petit peu sur le carton-pâte, un petit peu quoi. Et j'ai trouvé la tour de serpent. Le carton-pâte bien fait, c'est sublime. c'est extraordinaire. Mais oui, je suis d'accord avec toi, mais pour le coup, je trouve que ils s'en sont bien tirés. Après, il y a des choses qui sont très impressionnantes, genre le serpent géant est assez impressionnant. Et puis à la fin, le temple avec la rampe, les escaliers. Et c'est le décor le plus monumental du film. Et puis là, c'est pareil. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais c'est fascinant. On dirait presque un bunker aussi. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui. C'est magnifique. C'est sublime. C'est sublime. Regardez le film sans le son, peu importe. Mais regardez les images, c'est magnifique. En vrai, mettez pause, faites des captures d'écran. Ça, vous avez pas besoin du son finalement. Bien sûr que vous avez besoin du son. On rigolait, Alexis. Que tu parles de la musique, Alexis. On rigolait, Alexis. Excuse-nous. Non, mais moi, je suis curieuse de connaître quand même le salaire de Schwarzenegger, parce que c'est vrai qu'un budget comme ça se voit pas à l'image, vraiment. Quand tu vois 4 millions. Non, mais quand tu vois 4 ans avant. Star Wars, le premier Star Wars, qui est pas incroyable, mais non mais visuellement, on va partir là. Mais tu sais que le premier Star Wars est interdit à la diffusion. Tu le sais ça ou pas? Non, je savais pas. Que la version Star Wars qui est sortie en salle en 77, George Lucas a interdit qu'elle soit diffusée actuellement. Ah mais si, je l'avais entendu ça. Parce qu'il a trop honte de à quoi ça ressemble et du coup il en a refait une version, il a modifié tous les effets spéciaux, etc. pour que ça soit la version qu'on connaît aujourd'hui. Si, j'en avais entendu parler de ça. Donc tu parles de carton-pâte. Donc en vrai, Star Wars, si c'était moche au début, je pense qu'il faut quand même le dire. Mais encore aujourd'hui, le tout début du premier, c'est facile. Moi, il y a une scène qui me fascine, c'est quand... Bon, on parle plus de Conan, mais on parle 3 minutes de Star Wars. Mais avec plaisir. C'est quand Dark Vador rentre dans le vaisseau et va parler à Leia. Et la première scène où tu le vois apparaître, il a son casque presque un peu de travers. Vous vous rappelez pas de ça? Son casque, il fait vraiment mauvaise qualité et un peu de traviole. Alors que dès le film d'après, ou même plus tard dans le 4 d'ailleurs, ça fait un peu moins... Et quand tu vois aujourd'hui ce qu'ils font... Non mais surtout, la voix VF de Dark Vador... Faut pas regarder en VF, pourquoi tu regardes en VF aussi? Faut pas regarder en VF. Non, je regarde en VO normalement, mais pourquoi on avait regardé en VF? Je ne sais pas. Quelqu'un sait imiter Dark Vador là? Fais-nous la voix s'il te plaît. Mais c'est pas mal fait. C'est la famille d'asthmatiques que je sais faire maintenant. Mais en soi, moi, je trouve justement qu'il n'y a pas une si grande différence justement avec Star Wars. Mais justement, Star Wars, pour avoir un peu regardé certains documentaires sur la création du truc, c'était des écoliers qui sortaient et qui ont essayé de faire un truc avec ce qu'ils pouvaient. Et c'était vraiment que à chaque fois, ils ont eu merde sur merde. Enfin, c'est hyper... pour le coup, il faut un épisode sur la création de Star Wars. C'est parti, Laurent Desbrunner. Du coup, c'est vraiment... Il y a des super documentaires là-dessus, je vous conseille. Et vraiment, c'était vraiment du comment dire, du fait main, du fait main, voilà. Et comme quoi, on rappelle qu'avec des idées et peu de moyens et de l'envie, des fois, on peut faire des choses quand même. Tout ça pour dire que ça m'a étonné que Conan ait eu autant de budget. Et pour une qualité finalement pas forcément au rendez-vous. Incroyable. Alors, non mais tu t'en rends ce jugement de valeur permanent. Surtout que, mais je crois que Schwarzenegger, j'ai plus en tête les chiffres, mais il me semble qu'il a pas touché tant que ça. Non. J'ai aucune info. Non, mais on peut vérifier tout de suite. Et Tull Sadom, alors il a touché combien? Non, mais sans déconner, c'est que des acteurs qui sont pas connus, je crois. Tull Sadom, il était connu. Et il y en a un autre qui était connu. Mako, celui qui fait le narrateur, il a eu une grande carrière. Il a joué dans.
Ah, j'ai commencé une phrase, j'avais pas la fin. L'erreur. Attends, mais ça me dit quelque chose. Moi aussi, je l'ai lu. C'est dans Wikipédia, ça. C'est tout à fait. Page Mako. On utilise vraiment des bonnes sources. Hein. Si vous voulez vous résumer le podcast, allez sur la page Wikipédia. Ça, on n'apporte rien. Vraiment, en vérité, regardez toujours les pages Wikipédia, mais surtout les notes de bas de page pour voir si les informations sont sourcées. Petite information. Parce que si c'est pas sourcé, c'est chocolat. C'est pas bien. C'est chocolat. Forcément, je trouve plus. Ah si, c'était celui qui joue le King Osric aussi, qui était un acteur qui avait déjà une carrière. Oui. Mais on avait regardé les scènes coupées, nous, Alex. Oui, tout à fait. Il y a une scène où il se fait tuer. Il y a une scène où le roi Osric se fait tuer. C'est ça. Qui a été coupée justement parce que le film était jugé trop violent par... Ah tiens, on peut parler de ça en attendant qu'on trouve c'est vrai que c'est un peu de la violence aveugle et de la violence... alors certes physique, ça colle. Finalement, le titre Conan le Barbare va bien, mais de la violence beaucoup aussi... psychologique et de la violence, oui, faite aux femmes, globalement, on est au taquet dans le film. Hein. Il est sorti avec... les mineurs devaient être accompagnés aux États-Unis, et en France, il est sorti avec une mention certaines scènes peuvent heurter la sensibilité du public. Donc, oui, il y a quand même... Ce qui est tout à fait justifié par beaucoup de scènes du film. Enfin, il y a... tu parlais tout à l'heure de la scène de la mort de la mère au tout début du film. Oui, j'ai adoré ce plan, pour le coup. Oui, c'est un plan où, pour ceux qui ne l'ont plus en tête, où en fait on voit, c'est un plan fixe où on voit le jeune Conan qui tient la main de sa mère, qui en fait on ne voit pas le haut de son corps, et en fait on comprend juste qu'elle vient de se faire trancher la tête, parce qu'on a vu juste avant Tolsadoum se retourner avec son épée d'un coup très violent, et en fait on voit simplement le corps de la mère basculer sur le côté et une poupée de sa tête qui tombe. Et j'ai trouvé que ce plan c'est un plan qui de mémoire n'a pas de parole, ou en tout cas il a peut-être de la musique, je me rappelle plus, mais pour moi c'est un plan qui est assez silencieux, et en fait ça en fait toute sa violence et son pseudo-réalisme évidemment, mais en tout cas moi c'est un plan qui m'a marqué, et quand je l'ai vu je me suis dit waouh, classe. Un plan qui était à l'origine censé être encore plus violent, parce qu'il y avait tout un système justement de reproduction de la tête de l'actrice qui était censé être posée sur le sol avec des câbles qui passaient sous la neige, qui étaient cachés pour donner l'illusion qu'elle bougeait encore. La neige qui n'est pas de la neige, des copeaux de... Des copeaux de marbre. Voilà. Le budget est délirant, tout simplement. C'est les mecs qui utilisent l'argent du film. Les copeaux de marbre, j'ai vu, c'est 12 000 dollars. 2 copeaux de marbre. 2 copeaux de marbre pour faire de la neige. Genre, ils n'avaient pas d'autres moyens pour faire de la neige. En même temps, ils tournaient en Espagne. Oui, ce qui facilite en peut-être même temps, pas. ouais. Mais effectivement, il devait y avoir plein de tuyaux pour mettre du faux sang. J'avais vu dans ses yeux, dans sa bouche. Enfin, il y en avait partout. Et finalement, le plan a été jugé trop violent. Il a été retiré. Mais en soi, je trouve que c'est assez violent comme ça. Et c'est assez... c'est dans une... pas une élégance, mais en tout cas c'est quoi ce mot? Jamais commencer une phrase sans avoir la fin. En tout cas, il y a pas trop de détails et ça suffit largement, quoi. Oui, il y a une force évocatrice qui se suffit à elle-même. Oui. Encore des choses à rajouter, Pauline, peut-être? Est-ce que tu as trouvé le salaire? Voilà, je suis au regret de vous annoncer que je n'ai pas trouvé le salaire. Mais j'ai appris que Schwarzenegger avait dû mordre un vautour mort sur le tournage. Je vous avoue que j'ai pas cliqué. Comment est-ce que tu es arrivé de chercher le salaire jusqu'à ça? Écoutez, une recherche en entraînant une autre. C'est pour ça que ça fait 15 minutes que tu es sur le téléphone. Non, mais je pense qu'on en a déjà dit pas mal. Tu as d'autres axes peut-être? Alors, juste, on peut expliquer le vautour. On va déjà évoquer le vautour, et puis on va quand même pas partir sans parler de la musique. D'accord. Donc, on va d'abord évoquer le vautour, parce qu'en effet... Et avoir une petite noix de cajou, s'il vous plaît, Nicolas. On va y passer une noix de cajou. Alexis, je t'en prie, reprends. Donc, cette scène qui est... Qui l'a invité? Non, mais elle vient plus. Si vous aimez les blagues sur Mireille Mathieu, dites-le. Je prends une noix de cajou aussi, s'il te plaît. Vas-y, Alex, vas-y. Donc la fameuse scène de la crucifixion qui arrive juste après que Conan se fasse attraper pour la première fois par les sbires de Tolsadoum, qui est une scène qui est très forte, une scène dans laquelle on voit du coup le corps
de Schwarzenegger qui est crucifié sur un arbre mort, arbre qui est totalement artificiel, qui a été créé justement pour avoir cet aspect très biscornu. Et du coup, le corps très sculptural de Schwarzenegger dans cette forme. Il était assis sur une selle de vélo et avait du coup les clous qui étaient maquillés sur les mains. Donc tout ça pour redonner cette figure qui est hyper impressionnante à l'image. L'arbre était d'ailleurs mobile, il pouvait tourner pour que les ombres ne fassent pas de faux raccords, comme ils ont tourné cette scène pendant 3 jours. Il fallait que l'arbre puisse tourner pour suivre les mouvements du soleil. Et donc les vautours dont tu parles, il y avait des vrais vautours, donc on parle peut-être un tout petit encart aussi sur les animaux. Il y a un moment, il y a une droite qui est donnée à un chameau. Là, il y a des vautours qui étaient attachés aux branches de l'arbre. Je ne suis pas sûr que le tournage ait été tout à fait sain pour les animaux qui y ont participé. Quoi qu'il en soit. Pour qui a-t-il été sain le tournage? Entre les blessés, les animaux, ils se sont fait. Alors, je sais plus ce qu'elle s'est fait aussi, celle qui joue Valéria, mais elle a eu une méga blessure aussi. Son index a quasiment été sectionné par un des figurants. Pendant un combat à l'épée. Mais en même temps, ils faisaient leur cascade eux-mêmes. Mais attends, est-ce que tu as noté la phrase? Attends, moi je vais chercher la phrase. Oui. Tu l'as notée? Alors je l'ai pas noté, mais à chaque fois que les acteurs se faisaient mal, John Milius leur disait la douleur est temporaire, mais le film est éternel. Il y a quelque chose comme ça. Wow. L'ambition, quoi. Vous voyez, dans le prochain épisode, on va sans doute vous parler de... Attends, je fais tomber une bouteille. Dans le prochain épisode, on va sans doute vous parler de L'Aurore de Murnau, par exemple. Vraiment des grands films qui restent, mais là, le mec avait déjà une ambition démesurée avec Conan. Le film restera, le film est éternel. C'est dingue d'avoir si confiance en... Surtout dans les années 80, quoi. C'est marrant, avec tout ce qui a déjà été fait, de savoir... Il savait qu'il faisait un ovni, un peu, à ce moment-là. C'est intéressant de pas s'être dit waouh, je suis pas sûre de ce que je fais, quoi, parce que pour reprendre juste 2 secondes de la comparaison avec Star Wars, je me rappelle de l'histoire de George Lucas qui a montré du coup le film fini, il l'a montré à Spielberg et tous ses potes de l'époque, je sais plus qui est le 3e, mais c'est le groupe des inséparables, quoi. Coppola? Ouais, ça devait être Coppola. Et quand ils ont fini de voir le film, il y a Spielberg qui a dit à George Lucas, mais tu vas vraiment sortir ça? Parce que vraiment, et George Lucas a vraiment eu un temps de, je pense, hésitation, quoi. Et je trouve ça fou que lui sache déjà, à ce moment-là, si ça va devenir un classique. Il savait pas, surtout un ego démesuré. Mais ça avait l'air d'être un sacré caractère quand même. Parce qu'il a vraiment, il était là depuis le début du projet. C'est vraiment lui qui a tout porté, si je dis pas de bêtises. Probablement, oui, sans doute. Je crois. Après, sans des infos de nulle part. Après, je pense que quand tu as accès à un tel budget et une personnalité comme Schwarzenegger, je pense que tu peux te laisser porter par l'idée que ça va fonctionner. Et quand tu fais un film quasi mystique, tout ça, tu peux aussi te dire... Et puis surtout que l'histoire ne sortait pas de nulle part non plus. Enfin, je veux dire, ce qui avait de bien avec Conan le Barbare, c'était comme tu disais, c'était de la littérature populaire, donc c'est de la littérature qui était lue par énormément de personnes, donc il savait qu'il allait aussi parler à beaucoup de gens. Oui, puis dans les années 80, c'est ce genre d'histoire comme Conan, ça marche très bien. Donjons et Dragons, c'est dans ces années-là, tous ces trucs-là. Voilà. Tout à fait. Willow aussi. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Willow. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de voyants au vert, entre guillemets, mais après d'être aussi sûr que le film allait être bien, oui, bon. Mais la musique, Alex, alors? Oui. Oh, les vautours, t'as pas fini les vautours? Alors, j'avais pas fini les vautours. Juste pour dire que le vautour dans lequel il mord, c'est un animatronique. Mais les vautours autour sont véridiques, mais celui dans lequel il mord est faux. Mais avec des vraies plumes. Oui, voilà. Avec des vraies plumes. Ok. Donc fallait mieux lire Wikipédia. Comme quoi, les titres d'articles. Mais c'est pas dans le film, ça. J'ai pas le souvenir du vautour. Ah bon? Tu l'as vu 2 fois ou quoi? Oui, mais elle l'a vu en râlant, alors forcément, t'oublies des scènes. Moi, la claque du dromadaire, je pense que j'ai fait un blackout. Non mais c'est... Ça me scandalise à chaque fois. Non, mais j'adore ce film, mais c'est toujours un moment où j'ai un petit pincement au cœur quand même. Mais il y a même un moment où j'ai vu un mec aussi qui pousse un cheval. Genre le cheval est dans le plan et ça le saoule. Et du coup, il veut se mettre à la place du cheval et donc il va pousser le cheval pour se mettre à sa place. C'est au tout début. En général, c'est le moment où quand on regarde le film, Alexis met sur pause, il te regarde et fait... Bon, la scène, elle est problématique. comme si c'était son film, qui veut quand même que t'apprécies et que tu trouves le film génial, donc il te prévient. Ouais, il a dû faire beaucoup de Bose alors dans Conan le Barbare. On n'a pas vu le film en fait.
C'était un diaporama, en fait. Il a montré les photos du tournage. La musique, Alexis. La musique. La musique, Alexis. Alexis, la musique. Oui, j'arrive pour la musique. Donc la musique, en fait, le film a été pensé. Tu parlais des silences pendant un long moment. Il y a certes beaucoup de dialogues qui passent à la trappe, mais ça ne veut pas dire pour autant que le film est tout à fait silencieux. Les personnages parlent moins, mais c'est pour aussi laisser de la place à l'ambiance musicale notamment, qui a été composée par Basil Poledouris et qui a d'une certaine manière pas mal lancé sa carrière. C'est lui qui a fait les musiques de Total Recall aussi. D'accord, oui. Donc, et avec Schwarzy aussi. Encore Total Schwarzy. Recall. Et oui, il y a eu un remake avec Colin Farrell en 2010, dans les années-là. Mais tout à fait, Nicolas. et j'ai rien préparé. Non, genre. Le remake, je crois, s'est fait détruire alors que je l'avais bien aimé. Ah oui? Oui. Tu l'as pas vu? Je l'ai pas vu. C'est pas grave. La musique de Conan. Mais voilà, mais tout ça pour dire en fait que cette musique qui a été conçue dès le storyboard du film, donc en fait qui a eu la place finalement d'être composée, qui n'était pas uniquement composée après coup sur des images à partir de placeholder, ça a été vraiment quelque chose qui a contribué à l'ambiance du film, à son esthétique, à son identité finalement, et qui a tellement bien marché que ça a complètement lancé du coup Basil Poledouris. Mais d'ailleurs, lui et Schwarzenegger sont, je crois, un peu les seuls qui ont vu vraiment leur carrière exploser après le film. Et parce que les autres, après, n'ont plus fait grand-chose. Celle qui joue Valeria était danseuse. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été prise. C'était pour la sensualité de son corps. Et en fait, elle n'a pas fait de mémoire, elle n'a pas fait énormément de choses après. Et c'est pareil pour les autres. Et c'est vraiment Schwarzenegger qui s'est vu vraiment offrir une place dans le cinéma à partir de ce moment-là et qui a enchaîné après avec Predator et Total Recall, comme on parlait. Et c'est vraiment à partir de là qu'il a un peu fait ses preuves comme à la fois un acteur qui peut faire des choses. Jusqu'à des chefs-d'œuvre de fin de carrière comme Expendables. Mais oui, et ça l'a accompagné dans sa carrière au cinéma et même après dans sa carrière politique. C'est toi qui me racontais comment il se servait de ce personnage pour asseoir un peu... Oui, parce qu'on n'a pas encore parlé non plus de la réception, mais ça a eu une énorme... Enfin, Conan le Barbare, il est resté pendant 2 semaines au numéro 1 du box-office aux États-Unis, et ça a été vraiment un film qui a vraiment marqué tout de suite, alors qui a très vite divisé aussi les critiques, et des personnes en ont tout de suite fait un chef-d'œuvre, comme des personnes, comme on voulait absolument le noter, parce que c'était trop drôle, c'est Libération. Vas-y Alexis, comment ont-ils titré l'article sur Conan le Barbare? Ils ont fait une contrepétrie merveilleuse, Connard le Barbant. Voilà, donc je vous laisse deviner s'ils ont aimé ou pas. Donc on a eu un peu de tout dès le départ, mais c'est vrai que ça a été, dans tous les cas, ça a marqué un peu tout le monde. Et donc, comme on le disait, oui, Arnold Schwarzenegger a été vraiment, comme c'est son premier passage à l'écran, et d'ailleurs il avait signé une clause quand il a signé son contrat de ne pas jouer dans un autre film d'Heroic Fantasy avant la sortie de Conan, pour que vraiment ça soit sa première apparition au cinéma et qu'il soit vraiment ce personnage-là, l'incarnation de ce personnage-là, et ce personnage-là avant tout le reste, en fait. Et il va s'en servir par la suite, et je te laisse continuer si tu veux, puisqu'on est les deux seuls qui avons travaillé, mais sinon... Nous, on donne un avis de qualité avec Pauline. Un avis, on lit pas des pages internet. Voilà. C'est toute sa campagne pour devenir gouverneur de Californie. Il se faisait appeler, je crois, Conan the Republican. Donc vraiment réutiliser cette esthétique. Après, encore, on peut faire un petit parallèle avec les États-Unis, mais du coup, utiliser cette esthétique d'homme fort, d'homme de pouvoir. Oui, les États-Unis, où en plus, c'est un acteur qui fait de la politique, on connaît bien, avec Reagan, etc. Donc, Mais d'ailleurs, je me suis demandé un truc quand j'ai vu le film. Il y a un moment, vous savez, où il croise des espèces de pacifistes avec des petits bouquets de fleurs. Oui. Et je me suis demandé si c'était un petit tacle des hippies c'est très comme probable, ça. Parce que... Ok. Mais parmi les réalisateurs qui étaient majoritairement démocrates autour de lui, Milius, lui, était plutôt de l'autre côté. Il était très ouvert au port d'armes. Enfin, il avait un peu cette Sans fascination. blague. En effet, oui. Et pas que de l'épée. Non, mais après, j'ai envie de faire un petit peu de juridique, mais les descendants de Howard, Robert E. Howard,
ont pu se plaindre, non, que Schwarzenegger reprenne. Ils ont dû payer ce qu'il fallait de toute manière. Oui, ils ont payé les droits. Voilà. Ça a été un peu compliqué. C'est souvent très compliqué, les histoires de droits. Mais non, ils ont payé les droits. Et je crois que pour le coup, ils n'ont pas eu trop de problèmes après, lors de la sortie du film. Ils n'ont pas eu un... Sur Wikipédia, ils en parlent pas, en tout cas, de cette histoire-là. Et une fois qu'ils ont payé les droits, ce qu'ils ont acheté, quand même un sacré... je sais plus exactement le montant, mais c'était quand même un beau montant, les droits qu'ils avaient payés de Conan. Et parce que c'était un comique, évidemment, aussi très populaire. Mais je me demande si c'était déjà encore dans la famille ou pas, parce que donc Howard, il est décédé assez jeune. Enfin, il s'est suicidé. Il s'est suicidé à 30 ans. Oui, c'est ça. Donc je suis pas sûre qu'il a eu vraiment le temps d'avoir des enfants, des choses comme ça. Donc je sais pas après où est-ce que c'est passé les droits. Les ayants droit, oui. Mais je crois que ça a été très vite racheté par d'autres gens ou des histoires comme ça. Je suis pas sûre que c'était resté dans les mains de la famille. Oui, parce qu'en plus ça a été très dilué. En fait, il y a plein d'auteurs qui se sont appropriés ensuite ces œuvres, qui ont repris ces personnages, qui les ont adaptés un peu de plein de manières. Et finalement, Et je crois que l'histoire du film est un mélange assez cohérent de plein d'histoires. Je crois que même Valéria, à la base, est mélangée de deux personnages à la fois. De son prénom vient d'une des histoires, tandis que son personnage, qui est vraiment un personnage de voleuse, de femme qui sait se battre, vient d'un personnage de pirate qui est dans une autre histoire, mais qui n'a plus le même nom. Donc on a vraiment, je pense, des mélanges qui ne sont pas forcément que des histoires de Ward. Mais maintenant, la vraie question, et je pense qu'on peut clore cet épisode avec ça, faut donner une note. On va chacun donner une note à non, à c'est Conan. terrible de faire ça. On va pas réinventer la poudre en lançant ce truc-là. On n'est pas sens critique, quoi. Si. Chacun... non, mais une note personnelle. Une note ou un mot. Ah, écoute. Peut-être plus intéressant. Ça peut être une note avec une explication. Wow. Oh là là. C'est compliqué. J'ai l'impression d'être une prof. Allez, on improvise en direct, en fait. Une note sur 5 et un mot. Sur 5 en plus. Sur 5. Mais c'est une note personnelle. D'accord. Comment chacun on a ressenti le film. Je pense qu'après tout ce qu'on a dit, ça peut permettre aussi de... Est-ce que je peux me dire genre point 18 ? Genre quelque chose point 18 ou point 25 ou non ? Point 5, c'est le maximum. Ok, ça marche. Point 18. Ça va pas, Célia. C'est une blague. Non mais ok, très bien. Point 5, c'est le tout. Très bien. Eh bien, honneur à Pauline et Célia. Pauline, d'abord. Alors, moi, si je devais lui donner une note sur 5, je pense que je mettrais 1,5. C'est dur. Parce que c'est dur, je suis désolée, mais je suis passée totalement à côté. J'ai pas aimé le personnage, les décors, j'ai pas été spécialement éblouie. Le scénario, bon, voilà. Le point, c'est peut-être pour tout le Sadoum. Mais honnêtement, voilà. Après, si je peux faire un peu de backstory pour les auditeurs, moi, je regarde vraiment des trucs très mainstream. Et voilà, je pense que je suis pas forcément la cible pour Conan le Barbare. Donc, en tant que femme au goût un petit peu... éclectique, quand même. Un petit peu. Bon. Voilà. Passons. Allez, du coup... Non, 1,5, parce que je suis vraiment passée à côté. Voilà, j'ai pas aimé le personnage, les décors, le scénario. Voilà. Un mot. Conan, un mot. Conan, un mot. Vide. C'est d'une dureté. Ah ouais. Je suis désolée, il faudra m'inviter sur un autre podcast parce que là, l'image que les gens vont avoir de moi est assez... on a des trucs comédie musicale, tu vas pouvoir te faire plaisir. Quand ça va faire High School Musical, ça va... Tout de suite, ça va être 6 étoiles sur 5. La Land, bien sûr. Il faut faire un truc comédie musicale générale, genre comme on a fait avec Halloween, ça serait trop bien. Effectivement. Oui, parce qu'on a enregistré un épisode sur Halloween, mais qui ne sortira peut-être pas tout de suite, puisque Halloween est passé. Sans doute l'an prochain. Mais on vous le dit, il est génial. Il est vraiment très bien. Il est vraiment bien. Mais sortir un épisode d'Halloween en février, je sais pas si c'est une bonne... C'est peut-être pas très pertinent, mais voilà. après... Puis ça vous donnera envie, comme ça. Et voilà. Attention, l'épisode de Noël arrive la semaine prochaine. Mais Célia, alors, ta note ? 3. 3 ? Quand même. Ouais. Non, mais quand même... Ouais,
En fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'au départ, vraiment, je l'ai pris vraiment comme un nanar où j'en rigolais comme un film de série B où les choses sérieuses me faisaient rire. Et en fait, je me suis retrouvée au milieu du film à être vraiment un peu absorbée quand même. Donc je pense que mine de rien, je me suis fait un peu avoir aussi comme le public. Il y a quand même des choses qui marchent, des choses qui marchent moins. Bon, le scénario, voilà. Après, moi, je note large, hein, je suis la prof gentille. Et mais non, il y a des choses que j'ai... Enfin, je comprends pourquoi, en fait, ce film m'a marqué. Je pense que c'est ça. On n'en a pas parlé, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Peut-être sur un épisode sur les débuts des effets spéciaux au cinéma. Je ne sais pas, mais c'est un des premiers films aussi. Enfin, c'est pas un des premiers films, mais il a su... Enfin, c'était rare à l'époque d'utiliser des effets spéciaux. Et là, pour la séquence des fantômes, ils en ont utilisé et je trouvais ça assez, pour le coup, assez bien fait, alors que c'était un peu, justement, casse-figure à cette époque-là d'en utiliser. Et effectivement, c'est un film qui moi, m'a marqué quand même si je n'en fais pas un de mes films préférés, loin de là, mais assez cohérent. Un mot. Je n'ai aucune idée. Vraiment, c'est le vide comme Schwarzenegger. Donc, comme son regard, qu'est-ce que je pourrais dire Déroutant. Non, pas déroutant, j'aime bien. Non, un peu j'aimerais bien retourner sur le côté scénario qui est incongru. Voilà. En combien de mots? Je laisse le mystère. Alex? Alors, moi, sans surprise, 5 sur 5. 12 sur 5. Contrairement à ce que tu as dit, c'est pas mon film préféré, mais je pense qu'il se place quand même très 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 haut. Et si jamais je devais faire un top 10, il serait évidemment dedans. Donc, c'est pour ça que je mettrais cette note-là. Parce que le film m'a absorbé justement à plein de titres, tant visuellement que par son histoire qui, même si elle est très sommaire, voire un peu lacunaire, je trouve justement qu'elle a ce côté très... Lacunaire, c'est ça que le mot que je voulais dire. Mais justement, la narration lacunaire, c'est un des trucs qui m'intéresse le plus. Donc vraiment, ce côté où il faut soit se plonger aussi, aller chercher le film, plus que lui vient nous cueillir, c'est quelque chose qui me fascine. Et je trouve que Conan le Barbare, pour peu qu'on s'y intéresse un peu et qu'on fasse un pas vers lui, est extrêmement riche. Et si je devais donner un mot, j'anticipe ta question Nicolas, ce serait souffle, pour le souffle un peu du film qui finalement finit par embarquer, tant par son souffle épique que par le souffle qui souffle sur les plaines espagnoles. Les plaines de la Bretagne armorique. Et toi Nicolas? Eh bien je vais finir. Alors moi je mettrais 4 sur 5. Vous êtes des ouf. 4 sur 5 parce que, alors, pour raconter très honnêtement, la première fois où tu as voulu me montrer ce film, Alexis, j'étais pas ce soir-là dans cette optique de voir un film comme ça. Alors clairement pas. J'étais là, il avait autant envie que moi de voir le film. Oui, c'est vous dire. Mais finalement, ça a été un choc et quand on l'a revu dernièrement, ça a été à nouveau un choc tout aussi grand. Je trouve ce film juste fascinant. Moi, je trouve que c'est un peu un ovni dans sa construction, dans ses images et dans justement ses dialogues très absents. Enfin, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Puis le côté visuel, moi j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment ce qui m'a marqué et j'ai été très sensible à toutes les références qu'on peut aller chercher dans l'inspiration de Conan. Enfin, c'était quand j'étais à Paris 3, j'avais fait un cours d'histoire, de littérature anglophone. Et on avait étudié justement Beowulf et des textes anglo-saxons du 6e siècle. Et en fait, immédiatement, ça m'a évoqué des choses comme ça. Plus toutes les mythologies dont on a déjà parlé. Et c'est ça, moi, qui me fascine vraiment. C'est ce gloubi-boulga de références qui te donne un film totalement... un ovni, en fait. Et je pense que si je devais... un mot, moi, je dirais monumental. Parce que vraiment, c'est une grande fresque. C'est ça, ce film. C'est une grande fresque héroïque, un peu comme on peut l'imaginer. Donc ouais, monumental. En oubliant potentiellement les erreurs de scénario, les choses comme ça. Juste quand tu prends le film dans son ensemble pour l'œuvre que c'est un truc on peut pas enlever ça. C'est monumental. Dans les personnages, dans le narrateur, les musiques, la grandeur des décors, c'est monumental. Après, je suis désolée, mais quand on sait qu'avant, 3-4 ans avant, il y a eu Star Wars,
Là, d'accord. Là, c'est monumental. C'est pas pareil. Là, parce que ça renouvelle un genre. Il y a un grand méchant, il y a un machin. C'est pas pareil. Non, c'est très fade à côté. Non, c'est pas fade. C'est monumental, mais c'est du monumental archaïque. C'est quelque chose de très proche, antique, un truc. Star Wars, c'est différent. C'était nouveau à l'époque. C'est du futurisme slash, un truc totalement. Et puis on n'est pas dans le même ton. Star Wars, c'est du space opéra qui est plutôt bavard. Ouais. Là, on est dans de la fantasy qui est plutôt taiseuse. Donc en fait, on n'est pas du tout dans la même ambiance. C'est drôle pour Conan, taiseuse. Non mais oui, et je pense que ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est ce côté archaïque quand ils se battent là entre les runes, les anciennes, tu sais, les vestiges, etc. là, et que Valéria meurt justement. Qui font un peu penser à Stonehenge. Voilà, c'est incroyable, et c'est une ambiance genre non extraordinaire. Voilà. Et moi j'oublie tout le côté parfois un peu lourdingue de Schwarzenegger ou effectivement de scénario qui est maladroit. Lui-même monumental en fait à sa manière. Mais c'est ça. Et j'oublie les claques au dromadaire, les choses comme ça. Et puis Tull Sadoum, il est incroyable. Mais on n'a pas beaucoup insisté là-dessus, mais parce que c'est du podcast, donc les gens voient pas. Mais le regard, ne serait-ce que les yeux, la première scène, c'est juste. Je me demande s'il porte des lentilles aussi, du travail après, parce qu'il a vraiment des yeux bleu turquoise et ça me paraît un peu suspect quand même. Des lentilles radioactives, un truc qui... Ouais, un truc radioactif, clairement. Mais donc voilà. Merci je pense de nous avoir écoutés. Moi, je pense que ça peut... parce que, à mon avis, j'avais lu... J'arrête de dire que j'avais lu des articles, parce que souvent c'est Wikipédia en plus. Comme là. Mais là, pour le coup, j'avais lu il n'y a pas longtemps un article où on disait qu'il y avait beaucoup de personnes qui, en fait, un de leurs films préférés, c'était souvent un film qu'ils avaient découvert entre 10 et 15 ans. Et je pense que ça peut aussi être peut-être une thématique de futurs podcasts où justement on se demande parmi nos films préférés. Moi je sais que c'est le cas, clairement un de mes films préférés c'est un film que j'ai découvert adolescente aussi. Et c'est Fight Club. Ah. Ouais. Et je pense que on peut avoir. Je pense que ça peut être pertinent. Voilà. Très bien. Ça laisse à réfléchir. On a beaucoup d'idées de sujets. Ouais. On essaye de faire des choix, c'est très compliqué. Ouais. Donc il y aura des sujets transversaux comme ça, un peu plus thématiques, et des sujets propres à un film comme on a fait aujourd'hui. On avait déjà des idées, on va pas tout dire, mais j'ai parlé de Murnau tout à l'heure, des choses de Muet, des choses des années 60, Blow Up, tout ça. J'y tiens à mon Blow Up. Hein. Ouais, j'y tiens à mon Fight Club. Donc voilà, en tout cas, il va y avoir beaucoup d'épisodes. Donc rendez-vous au prochain. Merci Pauline. Oui, merci Pauline. Merci Pauline. À vous. Merci pour ton 1 sur 5. 1,5. 1,5 sur 5. Ça change beaucoup de choses. Et puis à bientôt. À très bientôt. À bientôt.